Bonsoir à toutes et tous. Alors juste un petit mot vraiment d'accueil au nom du cycle Archéologie dans la Cité, qui est un cycle avec un certain nombre de partenaires qui a été monté par au départ l'Université de Cergy, mais qui a un certain nombre de partenaires, dont l'Institut national du patrimoine, qui nous accueille ce soir, le Musée d'archéologie nationale, le Musée de l'Homme, le Musée du Quai Branly, et puis bientôt d'autres partenaires, puisqu'on est a priori en train d'ouvrir notre partenariat au Musée de la Marine, où sera accueillie la prochaine conférence du cycle, puisque nous en faisons 3 par an, qui sera donc le Musée de la Marine avec une thématique en lien avec l'environnement a priori et les littoraux. C'est en cours de construction. Et donc ce cycle que nous avons voulu, que nous travaillons au sein du partenariat, qui est à la fois différent à chaque fois, avec une thématique qui est construite entre les partenaires et les intervenants, et qui a ce fil commun, ce fil rouge à chaque fois, qui est de vouloir lier à travers cette thématique l'archéologie et la cité, le citoyen, la société, car nous sommes tous convaincus que ce lien est étroit, important, ce qui nous permet de partager aussi des résultats scientifiques et des enjeux communs entre le monde académique, le monde scientifique et les citoyens. Alors on est très heureux ce soir, merci Charles Personas qui va ajouter un mot, 2 intervenants autour de cette thématique, autour de la diplomatie culturelle, Laïla Némé qui est au CNRS, Alexandre Farnou, professeur des universités, qui préside la commission des fouilles également, ancien directeur de l'école française d'Athènes. Merci beaucoup à tous les deux au nom du partenariat et je passe la parole à Charles pour le mot d'accueil de l'INP. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de vous accueillir effectivement dans cet amphithéâtre de l'INP que nous partageons avec l'INHA, Jacqueline Lichtenstein, et merci à Anne Leherf qui nous a d'emblée intégrés dans ce partenariat et ces conférences archéologie dans la cité. C'est un thème ce soir qui nous était particulièrement cher à l'Institut national du patrimoine pour beaucoup de raisons. D'une part, parce que nous avons inscrit parmi nos axes de recherche en sciences humaines la question de l'histoire des professionnels français du patrimoine en dehors des frontières de la France. D'autre part, parce que nous travaillons dans beaucoup de pays en lien étroit avec les missions archéologiques et parfois en complémentarité pour des offres de formation qui viennent compléter ou s'adjoindre aux travaux qui sont menés par les archéologues. On voit qu'il y a une demande autour, peut-être que vous en parlerez tout à l'heure, mais autour des fouilles archéologiques, qu'elles soient aussi inscrites dans une vision patrimoniale et que autour du travail de l'archéologue, eh bien, les professionnels du patrimoine soient tous présents et actifs pour présenter ensuite également au public le fruit des recherches. Et donc on est pleinement actifs et avec l'aide là aussi du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans cette politique. Et l'on voit jour après jour, je dirais, quand je dis jour après jour, je n'exagère pas, la demande extrêmement forte qui nous est adressée par tous nos partenaires étrangers sur ces questions. Et puis, autre sujet d'intérêt pour nous, mais qui est partagé par l'INHA et par beaucoup de lieux de recherche, c'est celui de la trace que laissent les archéologues à travers leurs archives. Et les archives de l'archéologie française à l'étranger sont pour nous un sujet important. Vous savez que nous formons les archivistes, les conservateurs du patrimoine en spécialité archives, et c'est un sujet qui les préoccupe, qui les intéresse, et nous avons ainsi le plaisir de travailler notamment sur les archives de l'archéologie au Maroc et en Mauritanie en ce moment, et parmi d'autres projets, au Liban notamment, on travaille également sur les archives de la Direction générale des Antiquités. Voilà, donc un certain nombre de grands chantiers qui font que
à travers tous ces points que j'évoque très rapidement, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ce soir et de pouvoir vous entendre et de comprendre mieux le fonctionnement à travers vous de la Commission des fouilles, et puis d'entendre également évidemment Leïla Némé qui elle-même a été et est toujours un grand acteur de cette diplomatie culturelle par son travail d'archéologue. Donc merci à vous d'être là, merci de votre attention et bonne soirée. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais commencer d'abord en remerciant Anne Lerf de cette invitation, puis remercier les institutions qui nous accueillent ici ce soir pour parler de l'archéologie française à l'étranger. C'est un sujet qui nous est très cher à plusieurs d'entre nous ici pour s'en occuper ardemment depuis plusieurs années. C'est un sujet, c'est une excellente occasion aussi d'en révéler un certain nombre d'aspects méconnus que je vais m'occuper de vous présenter là maintenant en quelques mots, assez rapidement. C'est pas très facile de parler de toute cette archéologie en 15 minutes, mais je me suis dit en venant ici qu'on pouvait le faire en essayant de souligner quelques aspects. On ne peut pas parler de tout évidemment en si peu de temps, mais de souligner quelques aspects qui montrent à la fois l'extrême originalité et l'extrême richesse de cette archéologie. Le premier point que je voudrais souligner, c'est tout d'abord le fait que c'est une archéologie qui est aussi victime d'un certain paradoxe. C'est une archéologie dans laquelle l'État français s'engage de manière résolue, avec des moyens importants, même si on peut les juger en certaines occasions insuffisants, mais très importants, tant en hauteur budgétaire qu'en termes de personnel ou en termes d'investissement de structures à travers le monde, qui est assez important et qui couvre des zones géographiques extrêmement vastes. Et à côté de cet engagement important en termes de personnel, c'est plusieurs centaines de chercheurs qui sont concernés à travers la France, répartis sur tout le territoire national, relevant d'universités et de laboratoires du CNRS. À côté de cet engagement qui mobilise beaucoup de monde, une certaine visibilité très, très réduite de cette archéologie, de ses résultats, de ses engagements auprès du grand public, mais pas seulement, aussi auprès de certains opérateurs académiques ou de la recherche qui ne sont pas toujours au courant de cet engagement qui, de la part des chefs de mission, suppose un engagement personnel très, très lourd. Monter une mission à l'étranger, c'est un engagement d'apprentissage évidemment des langues pour commencer, puis ensuite il faut monter des budgets qu'on dépense à l'étranger, il faut réunir tous les papiers administratifs pour ce faire. Donc c'est un énorme travail que font les chefs de mission qui n'est pas forcément reconnu par les employeurs de ces mêmes chercheurs. Et donc il y a une situation paradoxale d'un réseau extrêmement vivant, très divers, très soutenu, et puis une certaine méconnaissance, à part quelques grandes découvertes qui vont jusqu'à apparaître dans des documentaires sur Arte ou dans la presse. Beaucoup de ce travail est un travail qui se fait dans l'ombre, alors que c'est un travail qui, sur le terrain, produit énormément de coopération internationale avec les autorités des pays, avec les populations de ces différents pays, et qui véhicule une image extrêmement positive de la France. À côté de ce paradoxe, je pense pour l'expliquer en partie, on peut souligner un deuxième point, c'est que cette archéologie française à l'étranger, c'est aussi une archéologie qui est, je dirais, très éclatée, très dispersée. Inutile d'en faire ici un historique qui serait un peu trop long, puis je crois que Leïla va le faire avec quelques dates, mais il faut rappeler que certes, l'engagement de la France de travailler à l'étranger, de faire de la recherche à l'étranger, c'est un engagement très ancien, et qui remonte à une racine commune, qui est le bureau des missions créé en 1842 au sein du ministère de l'Instruction publique et qui finance, avec beaucoup de moyens, toute une série de missions à travers le monde portées par des personnalités du monde académique ou du monde économique ou du monde diplomatique ou parfois des amateurs, et qui couvre tous les champs de la recherche, de l'astronomie à la géologie, en passant par l'archéologie, l'ethnologie, la littérature. Ce sont des personnalités qui adressent une demande de financement pour partir réunir des données qui se trouvent sur le terrain à l'étranger, dans des bibliothèques ou sur le terrain. Ce bureau d'émission va fonctionner jusqu'à quasiment la Seconde Guerre mondiale, jusque dans le courant des années 30, et va passer ensuite la main au CNRS, qui ensuite passera la main à la Commission des fouilles, dont je suis le secrétaire général à partir de
1947. Cette racine commune, en quelque sorte, s'est trouvée en même temps diversifiée énormément au fur et à mesure d'une histoire très, très empirique qui fait que d'autres acteurs se sont greffés et qu'aujourd'hui on a une situation dans laquelle l'archéologie française à l'étranger se répartit grosso modo en deux grands réseaux importants, disposant de moyens. D'une part, un réseau qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et d'autre part, un réseau qui dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le premier réseau du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est le réseau le plus ancien. C'est celui qui commence avec la création de l'École française d'Athènes en 1846 et qui se poursuit avec la création de l'École française de Rome, l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, l'École française d'Extrême-Orient à Hanoï, et puis ensuite l'École française, la Casa Velasquez à Madrid. 5 établissements créés sur un peu moins d'un siècle, jusqu'au début du XXe siècle, qui sont des établissements permanents, d'assez grosses structures, qui emploient entre 30 et 40, 50 personnes sur place, qui sont dotés de bibliothèques, de laboratoires, qui ont tissé des liens avec le pays d'accueil, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et l'Asie, des liens très étroits de coopération et de différents acteurs, et qui sont très profondément enracinés dans les échanges entre la France, les échanges de coopération culturelle et scientifique entre la France et ces pays. À côté de ce réseau, un autre réseau qui s'est constitué, qui repose sur des structures plus légères, qu'on appelle les IFRE, les Instituts français de recherche à l'étranger, qu'on appelle aussi UMIFRE, car ils sont adossés très souvent à des unités mixtes du CNRS, et donc qui ont une double tutelle, CNRS et ministère des Affaires étrangères. Et ces UMIFRE ont été créés un peu au fil de l'eau et des opportunités. On peut citer l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul, par exemple, ou l'Institut français du Proche-Orient, et puis d'autres. Il y en a plus d'une trentaine aujourd'hui à travers le monde. Ce sont des structures plus petites, mais qui servent aussi de soutien à de la recherche archéologique en particulier. Et il faut souligner comment aussi bien ces écoles françaises à l'étranger que les UMIFRE soutiennent des programmes archéologiques, mais pas seulement, soutiennent aussi des programmes en sciences humaines, anthropologie, ethnologie, géographie, et puis géomorphologie, etc. Donc ce sont des centres de recherche en tant que tels. Ces deux réseaux qui structurent littéralement le champ de la recherche française et qui le soutient, sont eux-mêmes couronnés d'instances d'évaluation, en particulier la commission des fouilles, qui va examiner un certain nombre de ces dossiers de recherche et en examiner la validité scientifique, je reviendrai. Et puis, il faut rappeler aussi le rôle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui joue aussi un rôle de validation et de reconnaissance de l'excellence scientifique de ces missions, en accordant le label archéologique de l'Académie et en donnant la parole à ses chefs de mission dans le cadre des séances de l'Académie du vendredi après-midi. Donc la structure est en effet assez éclatée, assez dispersée, mais elle concourt toujours au même but, et en tout cas elle génère des recherches qui sont évaluées sur les mêmes critères. 3 critères qu'on peut rappeler, l'excellence des données produites, la formation et la valorisation. L'excellence des données produites, en effet, de cette archéologie française, elle s'explique, elle coûte cher, et elle s'explique parce qu'on va sur le terrain produire des données originales. Et si vous voulez, pour l'archéologie, pour les sciences humaines, c'est un peu l'équivalent mais en beaucoup moins cher, des très grands instruments que les États financent pour la recherche fondamentale, qui sont des instruments qui coûtent extrêmement cher. Dans les sciences humaines, nos instruments coûtent un peu moins cher, mais il faut aller sur le terrain pour produire des données originales et accéder à des données qui vont renouveler les connaissances dans des domaines parfois qu'on pensait complètement établis et avec des savoirs établis de manière avec une très grande certitude. Et cette excellence, cette recherche se fonde sur des protocoles qui sont évalués par la commission des fouilles, composée de 5 sous-commissions qui couvrent l'ensemble du monde, qui examinent 190 dossiers par an, et dans le réseau des écoles françaises à l'étranger, les missions sont évaluées dans le cadre des conseils scientifiques de chacun de ces établissements, et les 5 écoles à elles seules supportent à peu près le même nombre de missions, un peu moins de 200 missions archéologiques par an dans leurs aires géographiques respectives. Donc ça fait un volume de missions qui vont être évaluées sur des propositions scientifiques qui nous sont faites, dont on examine la pertinence et dont on examine les rapports chaque année, puisque ce qui est produit, c'est un rapport d'activité qui est soumis aux membres de la commission, composé de 25 chercheurs
de haut niveau, qualifiés par leurs compétences, et qui vont consacrer tout le mois de novembre et le début du mois de décembre à dépouiller ces dossiers pour en faire le compte-rendu dans la commission qui se tient au début du mois de décembre. Le deuxième critère d'évaluation, qui est un critère important, qui est le critère de la formation, c'est-à-dire que toutes ces missions françaises à l'étranger assument un volet de formation appliquée, auprès de jeunes doctorants français qu'on fait venir sur les terrains de fouilles, mais aussi de formation auprès des autorités des pays d'accueil, tant du point de vue des étudiants de ces pays d'accueil que éventuellement des personnels de ces pays d'accueil, dans les personnels des musées, des services archéologiques, avec qui très souvent les programmes de fouilles se déroulent en collaboration. Et l'archéologie française à l'étranger génère une mobilité des chercheurs, pas seulement des chercheurs français qui vont à l'étranger, mais des chercheurs étrangers qui viennent aussi en France se former et qui viennent aussi partager, présenter les résultats de ces missions communes menées par ces chercheurs. Ces formations couvrent tous les métiers de l'archéologie, de la restauration, comme ça a été évoqué ici tout à l'heure, où en effet c'est un volet important, puisque le troisième critère qui est pris en compte, c'est le critère de la valorisation et donc la capacité qu'ont les chercheurs, dans ces données qui sont produites, de faire en sorte que ces données ne soient pas destinées à un cercle étroit de spécialistes, mais qu'au-delà, ce savoir est mis à disposition des autorités du pays d'accueil, des populations tout autour. Et la Commission, comme les conseils scientifiques des écoles françaises à l'étranger, sont très sensibles aux opérations portes ouvertes, aux opérations de stages, de conférences dans les écoles, de valorisation touristique, de contribution à la construction d'une valorisation touristique raisonnée et raisonnable des sites archéologiques, toutes choses auxquelles les chercheurs aujourd'hui collaborent, toutes tâches auxquelles les chercheurs collaborent aujourd'hui. Et les projets qui sont validés par les différentes instances doivent avoir constamment ce volet de formation. Les budgets de ces missions sont des budgets constitués d'un certain nombre, d'un montage. La commission des fouilles dispose d'un budget à distribuer à ces missions, d'un budget d'environ 2 millions d'euros. Et chacune des écoles françaises à l'étranger dispose aussi d'un budget à distribuer. Et une mission étrangère compose son budget d'un peu de la commission des fouilles, d'un peu des écoles françaises à l'étranger, d'un peu des universités, des laboratoires du CNRS, de l'aide éventuellement des pays d'accueil et puis éventuellement du mécénat, puisque c'est aussi une archéologie qui repose beaucoup sur l'appel aux contributions d'opérateurs privés. Dernier point, pour clore cette présentation rapide, c'est une archéologie aussi qui est, je dirais, qui fait de l'archéologie une science d'avenir, non pas au sens que c'est une science qui a beaucoup de postes à pourvoir. Malheureusement, c'est sûrement une discipline, en particulier l'archéologie française à l'étranger, qui souffre d'un manque de postes criant. On rencontre de très nombreuses difficultés à trouver des chefs de mission disponibles aujourd'hui sur des spécialités qui sont de plus en plus étroites et que les universités ne relaient plus forcément comme auparavant. Et c'est un vrai handicap pour l'archéologie française à venir, dans les années à venir, que ce manque de postes dédiés à des recherches qui se passent non pas sur le territoire national, mais qui vont se passer à l'étranger. Mais si c'est une science d'avenir, c'est qu'aujourd'hui, l'archéologie française à l'étranger représente, je dirais, un nouvel horizon, à mes yeux, en tout cas c'est comme ça que je le comprends pour les archéologues, c'est-à-dire de constituer un savoir qui ne sert pas tant à reconstituer le passé, mais qui va servir aussi à mieux préparer l'avenir, dans la mesure où beaucoup de ces missions françaises à l'étranger sont aussi dans des pays qui sont confrontés à des crises, souvent des crises très très graves, qui vont depuis les catastrophes naturelles, les catastrophes liées au changement climatique, qui vont jusqu'aux catastrophes liées aux guerres civiles et aux destructions systématiques d'antiquités, mais qui vont aussi face aux mutations économiques qui exercent des pressions sur le patrimoine très destructrices, les effets du surtourisme sur un certain nombre de monuments et de surexploitation, avec la pression immobilière sur les terrains autour des sites archéologiques. Tout ça sont des facteurs de crise auxquels les archéologues sont confrontés, surtout les archéologues français à l'étranger. Et ces archéologues sont très souvent, je les compare souvent un peu à les médecins du monde de la science, ils sont les derniers à quitter un pays en crise, très souvent les archéologues, et ils sont très souvent les premiers à revenir dans un pays en crise. Et on l'a vu après le tremblement de terre au Maroc, on l'a vu après les inondations au Pakistan, on l'a vu dans les changements climatiques avec l'augmentation du niveau de la mer en Océanie, on les a vus dans plein d'endroits avertir, grâce aux enquêtes menées sur le terrain, des conséquences
de toutes ces catastrophes, grâce à l'étude sur le temps long, en montrant comment l'homme avait habité ces espaces en faisant attention à certaines données naturelles qu'aujourd'hui sous prétexte de capacité technique, on a tendance à négliger. Les archéologues sont aussi capables, du point de vue de l'environnement et des productions agricoles, de montrer comment certaines cultures étaient possibles dans des endroits qui aujourd'hui nous paraissent totalement impropres, mais c'était rendu possible grâce à tout un système technique qui était derrière. Et donc les archéologues aujourd'hui sont pourvoyeurs d'un savoir qui permet de réaménager notre présence dans le monde et d'envisager d'autres types de développement et de fournir en particulier des données pour des développements durables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, a intégré un certain nombre d'archéologues dans ses programmes pour fournir ce savoir lié aux recherches anciennes, mais qui peuvent servir dans des données nouvelles. Voilà en quelques mots un peu la présentation très rapide. On pourrait évidemment nourrir d'exemples très précis dans les 180 missions dont on est en train d'aujourd'hui d'éplucher les dossiers les uns après les autres. Je pourrais évidemment illustrer chacun de ces points par telle ou telle mission, mais là ce soir, un certain nombre de ces points vont être illustrés grâce à la présentation que ma collègue Laïla va maintenant vous faire. Et je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous et merci de m'avoir donné de me donner la parole ici ce soir. Je remercie en particulier donc l'INP en la personne de son directeur Charles Perzonaz et puis Anne Lehoff qui organise ce cycle de conférences sur l'archéologie dans la cité, ce qui est quelque chose qui, à mon avis, est très pertinent à l'époque à laquelle on vit. Et j'ai entendu dire qu'il n'y en avait que 3 conférences par an. Je pense que le nombre pourrait augmenter. Pour ça, il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie et beaucoup de courage. Donc, voilà, peut-être que dans les prochaines années, il y en aura un petit peu plus parce qu'il y a énormément de thèmes qui, à mon sens, pourraient être abordés dans le cadre de ce titre qui est particulièrement alléchant. Et bon, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de choses sur l'archéologie française à l'étranger. Et d'une certaine manière, je vous remercie de me permettre d'en être un petit peu le porte-parole, vu à travers le prisme d'une expérience que j'ai menée notamment en Arabie Saoudite. Mais j'ai commencé à réaliser des fouilles à l'étranger il y a très exactement 38 ans. Et ça fait beaucoup. Et par ailleurs, je voudrais remercier aussi Alexandre Farnoux qui a accepté d'être, je ne sais pas si c'est modérateur, voilà, dans cette conférence, parce qu'on a siégé ensemble à la commission des fouilles, et j'apprécie beaucoup sa mesure. Il a une façon de présenter les choses avec beaucoup de mesure, mais dans sa présentation qu'il vient de faire, je ne savais pas de quoi il allait parler précisément, je pense qu'il vous a donné un panorama qui est extrêmement intéressant et très juste de ce qu'est l'archéologie française à l'étranger, de l'investissement que cela représente. Alors, pour l'État français, avec une somme, mais je pense que 2 millions d'euros pour 190 dossiers, c'est dérisoire, j'y reviendrai, et surtout de la part des chefs de mission et des gens, et des personnes, chercheurs et techniciens, qui participent à ces missions et qui, bon, vous l'aurez compris, ont de multiples casquettes sur la tête. Voilà. Alors, je voudrais juste vous montrer, pour commencer, 2 fascicules que vous pouvez trouver sur le site web disponible en PDF pour téléchargement du ministère des Affaires étrangères, qui sont 2 rapports, l'un publié en 2011 sur l'archéologie française à l'étranger, et il se trouve que l'image qui avait été choisie pour la page de titre de ce rapport est extraite provient des fouilles que j'ai dirigées ou co-dirigées là-bas depuis une vingtaine d'années. Et un rapport sur la cartographie stratégique des missions archéologiques françaises à l'étranger pour les années, donc un rapport stratégique 2018-2022, mais publié en 2019. Et je pense qu'il y a même pas mal de choses qui ont évolué dans un sens, enfin dans certains sens, par rapport à ce rapport publié en 2019. En tout cas, vous pouvez les trouver en ligne si vous souhaitez aller plus loin dans ce domaine. Et je citerai simplement la phrase que vous trouverez également sur le site du ministère, que
les liens étroits entre l'archéologie et la diplomatie répondent à une longue tradition remontant au milieu du XIXe siècle, ce qui me fait donc venir au ministère des Affaires étrangères pour une raison simple. En fait, j'essaie de comprendre un petit peu les choses dans leur globalité pour cette conférence de ce soir. Et lorsqu'on regarde l'organigramme où apparaît l'archéologie au MAE, j'ai mis les choses à l'envers, mais c'est volontaire, ce n'est pas le ministre ni le ministère qui est en premier, mais c'est le pôle. Et donc vous voyez qu'en fait l'archéologie n'est que un pôle d'une sous-direction, d'une direction générale rattachée au ministère. Donc c'est comme dans certains livres, dans certains romans du 19e, quand on avait le chef de bureau, là, quand on avait le chef du bureau du pôle, voilà, ça apparaît quelque part une position qui n'est pas très haute dans la hiérarchie du ministère des Affaires étrangères. Mais je suis convaincue, et je pense que tout le travail qui est fait par les archéologues français dans le monde montre que ce pôle a en réalité un rôle beaucoup plus important, joue un rôle beaucoup plus important que sa place ne pourrait le laisser croire. Et donc je rends hommage ici au travail qui est fait au sein de ce pôle, qui rassemble chaque année de la commission des fouilles et qui gère tous les dossiers présentés, qui en gère la comptabilité, les liens avec les postes diplomatiques et j'en passe. Donc, une chose qui est intéressante, c'est que tout cela dépend de la Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international. Et il n'est pas anodin de remarquer que cette direction, en fait, sa place et son nom, ont changé dans l'organigramme du ministère avec le temps. Et je recommande la lecture à cet égard du petit que sais-je, en plus ça coûte pas cher, un petit que sais-je, sur la diplomatie culturelle qui a été publié à Paris par Alain Lombard en 2022. Donc c'est un ouvrage qui est relativement récent sur cette question de la diplomatie culturelle. Si on prend le ministère de la Culture, j'ai essayé de faire le même travail et c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une sous-direction qui est chargée de l'archéologie française à l'étranger. En revanche, d'après ce que j'ai pu identifier, c'est pour ça que je mets auteur identifié, ce n'est pas forcément exhaustif, on voit qu'il y a de l'archéologie à l'étranger, d'une part la direction du patrimoine, dans un bureau, le bureau des affaires internationales et multilatérales, qui est rattaché non pas à une direction au ministère de la Culture, mais qui est rattaché directement au secrétariat général du ministère. On l'a aussi au musée du Louvre, puisque ça c'est une longue tradition. Le Louvre a des chantiers actifs dans plusieurs pays du monde, et ça ne date pas d'hier. L'Institut national du patrimoine, bien sûr, notamment avec un volet de formation qui est très important, et la participation de membres de l'INP à un certain nombre de missions archéologiques. Le DRASM, c'est-à-dire le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, et le Centre national de la préhistoire, et enfin le laboratoire de recherche des monuments historiques, qui a, par exemple, travaillé sur l'identification des colorants d'un petit fragment en soie venant de Hégra. Et ça, c'était... voilà. Donc, il y a des collaborations qui se mettent en place de façon tout à fait naturelle. La commission des fouilles, alors, il y a deux dates qui circulent, 1945-1947. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Je trouve régulièrement l'une ou l'autre date, donc peut-être que quelqu'un pourra éclairer sur cette question. Mais il y a quelque chose qui, à mon avis, est également intéressant, non pas seulement le fait que cette commission ait été créée sous la double impulsion d'un grand archéologue du Proche-Orient, Henri Seyrig, et du général de Gaulle, mais également par le fait que la création de cette commission consacre la séparation qui avait été voulue en 1941 par le secrétaire d'État à l'éducation, Jérôme Carcopino, entre une archéologie nationale et les fouilles à l'étranger. Et donc déjà, en 1941, deux commissions avaient été créées, une pour les fouilles archéologiques en France métropolitaine et une autre pour les fouilles archéologiques hors de France. Et lorsque le CNRS, fondé en 1939, donc on est dans les mêmes grandes années, a demandé que cette commission numéro 16 soit confiée au ministère des Affaires étrangères. Et comme l'a dit Alexandre Farnoux à l'instant, sur les 190 dossiers qui sont examinés, en 2024, il y a 167 missions financées dans le monde, dans 75 pays, ce qui est considérable. Ce qui veut dire qu'il y a 167 missions
qui sont répartis principalement, alors beaucoup au Proche-Orient et en Afrique. Les deux, péninsule arabique, Afrique, Proche-Orient, représentent à eux seuls 75 missions, si mes calculs sont bons, par rapport au reste. Il y en a beaucoup moins en Amérique, quelques-unes en Asie centrale et en Extrême-Orient. Voilà, ça représente un levier en fait pour la diplomatie culturelle qui est énorme, d'autant que les chefs de mission sont généralement, comme l'a dit Alexandre, des personnes qui sont locuteurs de la langue locale, qui connaissent très bien les arcanes des administrations locales, qui sont parfaitement intégrés aux populations parce que précisément ils se trouvent dans des endroits où d'autres acteurs de la vie politique ou économique ne sont pas présents, et donc constituent des relais qui sont extrêmement précieux pour la diplomatie culturelle française telle qu'on la pense. Alors, qu'est-ce qui se passait avant 1945 ? Auparavant, et pour ces données, j'ai pillé, entre guillemets, un article de Pascal Buterlin, avec son autorisation, hein, je précise, un article de Pascal Buterlin qui doit paraître bientôt dans un dossier de la revue Syria, qui est une revue française qui a fêté son 100e numéro l'année dernière et qui est en open source, donc entièrement accessible, financé sur deniers publics, sur Marie et le Casa d'Abou Kemal, André Parot et Georges Dossin au pays des Chakanakou. Et donc, il leur fait un récapitulatif de la manière dont s'est structurée cette archéologie française à l'étranger. Avant la Première Guerre mondiale, elle repose sur le ministère de l'Instruction publique par son service des voyages et missions, mais aussi du ministère de l'Intérieur et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ce sont eux qui, au XIXe siècle, financent en partie les fouilles du site emblématique de Khorsabad en Irak. Et vous savez que les fouilles de Khorsabad ont repris, sous la direction précisément de Pascal Buterlin, il y a quelques années. Donc l'archéologie fait déjà partie des outils utilisés par l'impérialisme français au XIXe siècle pour étendre son influence économique et culturelle dans le cadre de ce qui est appelé alors l'Empire de velours ou The Velvet Empire, qui est le titre d'un ouvrage de David Todd, dont la traduction française, alors j'aime beaucoup le titre, le sous-titre notamment, je ne sais pas s'il se voit à l'écran, c'est l'impérialisme informel français au XIXe siècle. L'impérialisme informel, je trouve que c'est une expression qui est assez ça veut dire ce que ça veut dire, mais c'est pas mal trouvé. Et donc c'est cet empire de velours, The Velvet Empire. À partir de 1918, on observe une implication, pour l'archéologie orientale toujours, du ministère des Affaires étrangères par plusieurs canaux. Celui du service des antiquités de Syrie et du Liban, qui est créé en 1920 et qui est placé sous l'égide des autorités mandataires incarnées par le Haut Commissariat de la République française. Ensuite, par les œuvres françaises à l'étranger, et enfin, par un soutien à la constitution de la commission Syrie et Palestine par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. En 1920, l'implication du ministère de l'Éducation par la création de la commission consultative pour les fouilles et recherches archéologiques d'Asie occidentale. Alors, le financement des missions est quant à lui assuré par plusieurs sources. Le ministère de l'Instruction publique, les musées nationaux, le MAE, dont dépend le Haut Commissariat pour le département des antiquités de Syrie et du Liban, et le service des œuvres à l'étranger. Et de fait, une certaine confusion s'installe, relevée en 1923 par Henri Verne, qui était alors directeur des musées nationaux et de l'école du Louvre, dans une lettre adressée au directeur des Beaux-Arts. Cette lettre, je crois, a été retrouvée dans les archives de la mission Marie. Dans cette lettre, Henri Verne souhaite la création d'un comité de coordination des fouilles françaises à l'étranger auprès du ministère de l'Éducation nationale, et il recommande l'intervention du ministère des Affaires étrangères, je cite, « Étant donné le sacrifice considérable qu'impose au Conseil des musées nationaux l'entretien des missions de fouilles, que cette charge soit allégée de façon sensible par une intervention du ministère des Affaires étrangères qui, la formule est belle, qui ne saurait se désintéresser des missions archéologiques françaises à l'étranger. En revanche, l'harmonisation du statut légal des fouilleurs et des chefs de mission des missions archéologiques
française à l'étranger, qui faisait également partie des préoccupations soulevées dans cette lettre, est restée lettre morte. Alors, comme je vous disais, j'ai pillé, entre guillemets, ce que dit Pascal Butterlin dans cet article, qui en fait figure dans un dossier auquel je lui ai demandé de pouvoir lire avant sa publication, qu'il a rassemblé et qui doit paraître dans le numéro de la 2024 de la revue, et qui s'intitule « Archéologie et diplomatie scientifique de l'Empire de velours à l'archéologie des conflits ». Et donc j'en recommande beaucoup la lecture. Je voudrais également mentionner ici, parce que c'est un travail qui est fait, c'est un travail de grande qualité qui a été fait, le rapport de la mission d'information de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, publié en octobre 2023. Et tous les rapports du Sénat sont disponibles en ligne. En fait, on a des personnes qui font un réel travail d'évaluation, de recommandation, mais la diffusion, c'est comme la visibilité des résultats des missions, la visibilité de ces travaux et du gros travail qui est fait par les rapporteurs et par les rédacteurs de ces rapports n'est pas assez utilisée à mon sens. Et une des premières recommandations de ce rapport est, je cite, de faire des missions archéologiques françaises à l'étranger et de la coopération en matière de formation une priorité budgétaire. Alors, on est en train de discuter du budget, en particulier au Sénat, donc je n'ai aucune idée de ce que ça donnera, voilà, je ne ferai aucun pronostic, mais en tout cas, je cite cette recommandation du ministère, du Sénat, pardon. J'en viens, parce que forcément, vous voulez m'entendre parler un petit peu des travaux que j'ai réalisés en Arabie, au site de EGRA. Le EGRA est le nom antique, et la mission que j'ai eu le plaisir de diriger ou de co-diriger s'appelait la mission archéologique de Médaine Salé, parce que personne n'utilisait le nom EGRA. Simplement, maintenant, le nom EGRA est devenu le nom officiel du site, donc je l'utilise parce que c'est aussi bien que l'autre. Alors, on est dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite et on est dans les marges méridionales du royaume nabatéen. Pourquoi marge méridionale? Parce qu'il n'est pas certain qu'il y ait vraiment eu une frontière au sud du royaume nabatéen. Les résultats de quelques recherches que j'ai faites sur des sites et notamment des forts à 150 km au sud de Egra et sur des pistes caravanières montrent qu'il y avait probablement un contrôle des Nabatéens plus au sud que Egra. Donc, Egra, marge méridionale du royaume nabatéen, ce royaume qui s'est étendu dans sa plus grande extension jusqu'à Damas, il ne faut pas l'oublier, ils ne sont pas restés très longtemps, mais ils ont quand même laissé leur marque. Ça, c'était au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et bien sûr, vous connaissez tous le nom de leur capitale, Pétra, en Jordanie. Alors, les Nabatéens sont connus et ont assis à la fois leur richesse, leur rayonnement, leur influence, et j'en passe, sur le commerce à longue distance d'un certain nombre de produits, au premier rang desquels l'encens et les aromates, qu'ils convoyaient eux-mêmes pour partie, ou dont ils assuraient le contrôle du convoyage par caravane depuis les zones de production dans le sud de la péninsule arabique, le Yémen actuel, ce qu'on appelle l'Arabie heureuse ou Arabia Félix, pour reprendre l'appellation de Ptolémée, et qui remontait toute la péninsule arabique pour aller jusque vers le débouché naturel qui était le plus grand port à l'époque pour l'exportation de ces produits vers les pays plus lointains de la Méditerranée, Gaza. Voilà. Gaza était le port antique principal débouché des produits venant de la péninsule arabique, et de là ils étaient convoyés vers la Grèce et Rome. Et tous les petits points blancs sur la carte, on les voit, sont en fait des postes et des postes commerciaux nabatéens. Donc ils en avaient jusqu'à Puteoli, Puzzol, au sud de Rome, au sud de Naples, pardon, et jusqu'à Rome. Et actuellement, il y a des fouilles sous-marines qui sont menées par une équipe italienne à Puzzol, qui ont mis en évidence un temple nabatéen qui est partiellement immergé. Le site de Egra, sa chronologie, elle est relativement simple. C'est en gros un millénaire. On retient 500 avant, 500 après, on est à peu près bon. Simplement, il y a une occupation largement plus ancienne,
qui a été mise en évidence par les fouilles à la fin du bronze récent, c'est-à-dire en gros fin 3e, début de 2e millénaire. En gros, on retient 2000 avant Jésus-Christ et on est bon aussi. Et il y a une occupation à l'époque islamique, alors occupation ou passage, parce que pour le moment, il n'y a pas d'occupation proprement dite à l'époque islamique, ce qui peut paraître étonnant. Peut-être qu'on la trouvera ailleurs que dans les zones que nous avons fouillées, mais il y a beaucoup d'inscriptions des 2 premiers siècles de l'Hégire, donc 1er, 2e siècle de l'Hégire, à l'intérieur du site de Egra. Les 2 périodes qui ont laissé le plus grand nombre de vestiges visibles, et c'est ce que tout le monde voit quand on se promène sur le site, ce sont les Nabatéens et les Romains, puisqu'il ne faut pas oublier que l'Empire romain s'est étendu jusque-là. Alors, je n'ai pas encore de certitude de la présence des Romains plus au sud, mais sur les 2 forts sur lesquels je travaillerai dans les années qui viennent, peut-être, on verra. Pour le moment, c'est encore un point d'interrogation. Donc, Nabatéens et Romains sont les 2 périodes principales. Donc, en gros, on est du 1er siècle avant, 3e siècle, fin 3e siècle après Jésus-Christ. Le site lui-même est un site très étendu et la clôture qui l'en sert fait à peu près 1450 hectares, ce qui est considérable. Et quasiment au milieu de cette zone, il y a une ville qui est entourée d'un rempart, une ville d'une 50aine d'hectares elle-même, ce qui n'est pas petit pour c'est pas un petit village, hein, c'est un gros bourg. Il y a du monde qui habite, qui est entouré d'un rempart, lui-même muni de bastions construits à intervalles réguliers, et à l'intérieur de ce rempart, des maisons, des rues, avec un plan qui n'est pas hypodaméen, mais plutôt, comme le disait Jean-Marie Denzer très justement, qu'il appelait ça la ville orientale, c'est-à-dire une ville dont les circulations ne reposent pas sur un quadrillage orthonormé, et donc avec des ruelles souvent couvertes pour éviter la chaleur, etc. Et puis un grand temple que j'ai eu le plaisir de fouiller pendant plusieurs années, qui est vraiment dans la partie centrale du site. Alors, du point de vue de l'organisation, ça fonctionne de façon très simple. Vous avez toujours la ville en jaune, elle est au milieu. Autour, il y a les nécropoles. Le monde des vivants, le monde des morts ne se mélangent pas. Et donc, ils sont en vert. Les tombeaux sont toujours en vert avec moi. Et en orange, ce sont toujours les sanctuaires. Alors, ce ne sont pas vraiment une zone de sanctuaire. C'est une zone qui est réservée par les Nabatéens aux réunions des confréries religieuses. Parce que les Nabatéens étaient très friands de ce qu'on appelle dans le monde grec les symposia, et ils avaient beaucoup de lieux réservés à ces réunions qui étaient en dehors de la partie centrale de la ville. Et on observe ça à Pétra, c'est très très net, et c'est également observé à Egra. Et donc cette zone, dans cette montagne dont vous verrez des images, qui est très très belle, contient une dizaine de salles de banquet hypètres, c'est-à-dire à ciel ouvert ou couvertes, taillées dans le rocher. Alors, je ne peux pas ne pas vous montrer à quoi ressemble un petit peu ce site, parce que c'est un site qui est extrêmement photogénique, et disons que tous les projets dont je vais parler de mise en valeur du site de Egra reposent sur ce côté visuel extrêmement beau. Et donc ça, c'est une tombe de l'âge du bronze qui a été fouillée par un membre de l'équipe. Et je remercie Hubert Raguet, qui est un photographe que j'ai fait venir à Egra, d'avoir fait ces magnifiques photos. Donc voici les montagnes où se trouvent les salles de banquet. Ça va rappeler des souvenirs à certains qui sont ici. Qui est un endroit assez magique. Et voilà donc une de ces belles salles de banquet. Et pour ceux qui connaissent Pétra, vous voyez ce petit défilé qui en fait là fait 50 mètres de long. Eh bien, il reproduit quasiment à l'identique le schéma du sikh de Pétra qui lui aboutit à la Khazna, donc ce grand tombeau taillé dans le rocher, la cité rose, etc. Donc ça reproduit en fait le site de Egra. Dans une autre conférence que j'avais donnée à l'école du Louvre, j'avais appelé la petite sœur de Pétra. Et c'est un peu ça. Parce que les Nabatéens ont reproduit à Egra tous les éléments de civilisation et de culture qui faisaient qu'ils se reconnaissaient dans ce site. Voilà. Alors, ces belles images, c'est toujours agréable de voir des belles images, pour en arriver à une chose qui est la raison pour laquelle les autorités saoudiennes ont souhaité, quand ils ont souhaité, pour la première fois de leur existence, faire inscrire un site sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO,
ils ont choisi le site de Egra. Et c'est ce qui a expliqué une première mission qui est arrivée, enfin une mission française avec 2 ou 3 personnes, qui a fait une première campagne, enfin une mission de reconnaissance en 2001. Et donc le site a été le premier site saoudien, à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, sur des critères à la fois culturels, archéologiques, mais aussi de l'environnement, parce que comme vous avez vu, c'est un environnement qui est extrêmement préservé et d'une grande beauté. Donc ça a été fait en 2008, et bien sûr, la mission avait déjà 6 années d'existence en 2008, et nous avions à ce moment-là participé à l'élaboration du dossier d'inscription sur cette liste. Alors la mission archéologique de Meda Saleh, elle a été créée par la commission de fouilles du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en 2002, et c'était la première mission, en fait c'était la première mission étrangère en Arabie. Première mission française, mais aussi première mission étrangère. Et donc, il y a eu 22 années de recherche archéologique, et il se trouve que le 20e anniversaire de la coopération franco-saoudienne dans le domaine de l'archéologie a été célébré en grande pompe à Riyad le 1er décembre 2022, et bon, avec en présence de différents ministres, etc. De manière de marquer un petit peu le coup de ces 20 années d'investissement. Et comme le montrait Alexandre Farnoux très justement, une mission archéologique, c'est un montage financier savant qui demande de la part des chefs de mission beaucoup de... Voilà, y compris des déjeuners improbables avec différentes personnes. Mais il y a quand même des soutiens indéfectibles, notamment celui du ministère des Affaires étrangères et des ambassades de France à Riyad. Et donc je salue ici la présence de 2 anciens, dont l'ancien ambassadeur de France à Riyad, Bertrand Besancenot, et de l'ancien attaché de défense de l'ambassade de France à Riyad, qui sont tous les 2, avec son épouse, l'épouse du premier, devenus des amis. Et donc, parce qu'on a quand même passé pas mal de temps, parfois, à crapahuter dans les rochers, et ils ont une passion pour l'archéologie qui explique leur présence ce soir, et je les en remercie. Et pour le soutien de l'ambassade qui continue, d'accord ? Et tout va bien. Le ministère de la Culture saoudien, puisque les autorités locales ont à cœur, lorsqu'il s'agit de programmes de partenariat, d'apporter une contribution. Et je dois dire que ce partenariat s'est fait dans la plus grande transparence, sous la tente, avec une tasse de thé, et tout était mis en commun, à tel point qu'au bout d'un certain temps, on se battait pour savoir qui allait payer le plus. Et en fait, il faut faire confiance aux gens et ne pas penser que les Saoudiens ne vont pas mettre d'argent. C'est souvent ce qu'on dit, mais pourquoi ? Mais en fait, si, ils en mettent un peu, autant que le ministère des Affaires étrangères, donc c'est un partenariat un peu d'égal à égal. Et puis bon, le CNRS, la Commission royale un tout petit peu depuis 2022, et un laboratoire d'excellence religion et société dans le monde méditerranéen. Et puis je mentionne aussi les sponsors, parce qu'il n'y a pas de raison, et je les ai un peu tous faits, parce que voilà, il ne faut pas prendre toujours les mêmes, et je ne prends jamais 2 mécènes en même temps. Donc c'est toujours une espèce d'exclusivité. Donc se sont succédés OTV Île-de-France, c'est une filiale de Veolia, le groupe Airbus, la Fondation Total et une filiale locale, Total Refining and Chemicals, le groupe Thales, et pour la première fois, un sponsor saoudien en la personne d'une société d'ingénierie qui s'appelle El Jihaz Holding depuis 2024. Et bon, j'ai eu l'argent il y a vraiment pas très longtemps. Alors j'ai aussi une certaine fierté à vous dire que tous les rapports de notre mission, absolument tous, sont en ligne. Et ils sont en ligne 1 an après la mission. Alors il faut 1 an, pourquoi ? Parce que il faut le temps de rédiger les rapports, le temps de les mettre en anglais lorsqu'ils étaient que, par exemple, en français, et d'en faire de vraies prépublications qui peuvent être citées, même si elles n'ont pas de numéro d'ISBN. Et ces publications ne sont pas mises sur des serveurs du type Academia ou ResearchGate, qui sont des serveurs américains, mais sur le site des archives ouvertes du CNRS. Et pour consulter régulièrement le nombre de vues ou de téléchargements de ces rapports, en fait, je n'ai jamais eu à me plaindre d'avoir fait le choix parfois contre les autorités saoudiennes,
qui ne souhaitaient pas que je les mette en ligne, que je ne souhaitais pas que je diffuse largement, de les mettre en ligne. Malgré tout, je n'ai jamais eu d'ennui. Et au contraire, tout le monde se félicite maintenant de pouvoir systématiquement recourir à cette donnée, qui est non pas une donnée primaire, mais une donnée déjà digérée, avec des plans mis au net, des cartes mises au net et des rapports archéologiques, voire des synthèses de bonne, voire de très bonne tenue. Donc ils sont tous consultables si vous voulez en savoir. Ah, vous pouvez y aller. Et enfin, un petit ouvrage que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire il y a quelques années, grâce à un mécénat d'Airbus, qui est Archéologie au pays des Nabatéens d'Arabie, guide de Egra. C'est un petit guide, donc la moitié, c'est tout ce que vous voulez savoir sur les Nabatéens. Et la deuxième, c'est vraiment comment faire la visite de Egra. Et grâce au soutien de la RCU, donc la Commission royale, je vais y revenir, et de l'Agence française pour le développement d'El Oula, il y a eu une version en arabe et en anglais. Ce qui est quand même relativement rare sur un site d'avoir un guide qui fait à peu près 300 pages, publié en 3 langues et accessible. Et c'est un peu devenu la Bible de toutes les personnes qui s'intéressent à ce site. Je pense qu'il n'est pas intéressant pour vous ce soir également de savoir un petit peu, d'avoir une idée de la manière dont l'archéologie est organisée en Arabie Saoudite et comment elle a évolué, en gros, depuis les années 70. À la fin des années 90, le secrétariat d'État aux Antiquités et aux musées du gouvernement saoudien était placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation. Et donc, grâce à ça, il bénéficiait de très, très nombreux relais locaux, puisqu'il y avait des bureaux des ministères de l'Éducation dans à peu près toutes les villes, même les plus petites villes. L'inconvénient et la conséquence, c'était qu'il y avait un éclatement et un éparpillement en fait, des efforts, et donc pas de stratégie générale au niveau du gouvernement saoudien pour l'organisation de l'archéologie. Et donc, en 2000, une première haute commission pour le tourisme est créée pour donner une impulsion au développement du tourisme dans le pays. 3 ans plus tard, au printemps 2003, un décret royal rattache ce secrétaire d'État à la commission pour le tourisme, l'idée étant que les sites archéologiques pouvaient augmenter l'attractivité touristique d'une région. Donc on tombe petit à petit dans l'intérêt économique de l'archéologie. Cette idée, qui était novatrice en Arabie en 2003, est désormais devenue une totale évidence. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment l'extrême inverse. Donc, la nouvelle entité, nommée Commission saoudienne pour le tourisme et l'archéologie, devenue ensuite Commission saoudienne pour le tourisme et le patrimoine national, est placée sous l'autorité du prince Sultan Ben Salman, qui est demi-frère du prince héritier Mohammed Ben Salman, donc un demi-frère du prince héritier actuel. Et grâce à la création de cette entité, l'archéologie a connu un développement réellement exponentiel. En fait, l'augmentation du nombre de missions date de la grande majorité des missions archéologiques conjointes sont créées entre 2004 et 2018, la France étant celle qui en avait le plus grand nombre. Je crois qu'il y en avait 6, suivi de l'Allemagne, qui est arrivée en 2004, puis du Japon, de l'Italie, du Royaume-Uni, de l'Autriche, de la Chine, de la Finlande, de la Pologne et des États-Unis. Au total, à terme, il y a eu 21 missions créées. En 2016, le programme Vision 2030 est lancé par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Et quelques mois plus tard, c'est au tour de la Commission royale pour El Oula d'être créée sous l'autorité du prince Badr Ben Abdallah Ben Farhan El Saoud pour accompagner le développement de la région d'El Oula. Enfin, en juin 2018, pour la première fois, un ministère de la culture saoudien est créé par décret royal. Le ministre est ce même prince Badr Ben Farhan, qui est donc à la fois ministre de la Culture et président du conseil d'administration de la Commission royale. Au sein du ministère de la Culture, il est logique, une commission du patrimoine a la responsabilité de l'archéologie et des musées. Alors, vous voyez pourquoi j'ai mis un petit pointillé, parce que c'est un peu, il y a deux choses, et les deux, ils ont la même personne à leur tête, mais ne fonctionnent pas forcément la main dans la main. En juillet 2017, soit au même moment où la RCU était créée, Jean-Yves Le Drian, nommé 2 mois plus tôt ministre des Affaires étrangères, avait été invité à rencontrer le prince héritier sur une île de la mer Rouge.
Et la délégation française y avait été accueillie par la délégation saoudienne et comptait alors, outre le ministre des Affaires étrangères, le conseiller militaire et le chef de cabinet. À l'évocation des contrats en cours de négociation entre la France et l'Arabie, le prince héritier aurait dit, je cite, « J'ai beaucoup mieux pour la France parce que je veux faire de Meda Saleh la perle du Golfe. C'est là que vous pouvez m'aider. » Il était clair que le programme Vision 2030 allait en partie s'appuyer sur la valorisation des sites archéologiques de cette région et de cette région. Alors, dès lors, les services du ministère des Affaires étrangères à Paris ont été mis en ordre de marche pour tenter de répondre à ce qui n'était encore que des demandes diffuses. Et quelques mois plus tard, le 10 avril 2018, un accord intergouvernemental de coopération entre la France et l'Arabie saoudite était signé pour 10 ans par le prince Bader, celui donc, qui dirige le ministère de la Culture et la Commission royale, et Jean-Yves Le Drian pour le projet de développement d'El Oula. La première des raisons invoquées par la RCU pour souligner l'importance du partenariat franco-saoudien est, je cite, et il faut le rappeler, le long engagement de la France dans le domaine de l'archéologie saoudienne. Donc il y a bien une relation de cause à effet entre l'investissement en ma petite personne, hein, moi je suis juste un chef de mission, mais c'est un investissement du ministère des Affaires étrangères depuis 2002 et un petit peu avant, sur ce site qui a fait que la France a été choisie pour organiser le développement d'El Oula. Cet accord était accompagné d'un second, signé par les mêmes parties, en présence de l'envoyé spécial du président de la République, Gérard Mestralet, relatif à la création d'une agence française pour le développement d'El Oula. Alors, cette agence est créée sous la forme d'une société par action, simplifiée, dont l'unique actionnaire est l'État français. En 2023, elle comptait plus de 40 collaborateurs et son directeur est actuellement, prenant la suite de M. Mestralet il y a un an à peu près, Jean-Yves Le Drian, la boucle étant en quelque sorte bouclée. Le financement de la Fal Oula est entièrement saoudien et son budget s'élève actuellement à environ 60 millions d'euros. Il était question, et j'en parle tout simplement parce qu'il y a des articles qui sont parus dans la presse entre hier et aujourd'hui, du fait que dans l'accord gouvernemental, il y avait la promesse de la création d'un fonds de dotation pour le patrimoine français. Or, ce fonds de dotation donc payé sur des fonds saoudiens, n'a pas encore vu le jour. Et bon, il y a un suivi de cet accord qui a lieu entre aujourd'hui et demain à Paris pour voir ce qui peut être fait pour que l'accord soit honoré d'une manière ou d'une autre, même si les sommes ne sont finalement pas à la hauteur de ce qui était espéré au départ. En tout cas, on peut l'espérer. Donc, ce financement de 60 millions d'euros pour l'agence française lui permet de déployer toutes sortes d'activités sur le terrain, parmi lesquelles plusieurs missions archéologiques qui reçoivent des moyens pouvant atteindre plusieurs millions d'euros, c'est-à-dire sans commune mesure avec ceux du ministère des Affaires étrangères. Alors, pour mener ces missions archéologiques, au nombre de 10 en 2024, la Fal Oula a fait appel à plusieurs opérateurs, parmi lesquels le CNRS, et notamment en particulier le laboratoire auquel j'appartiens, Orient et Méditerranée, la société Archaïos et, à partir de 2024, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, cette manne financière d'origine saoudienne permet évidemment de mener des travaux de grande envergure, de multiplier les opérations de terrain, de recruter de jeunes chercheurs, doctorants et postdoctorants sur des contrats plus ou moins longs, mais elle n'est cependant pas sans poser un certain nombre de problèmes que je ne peux manquer de souligner aujourd'hui, parce que je pense que c'est important qu'on en ait conscience. Tout d'abord, la Fal Oula n'est pas une agence gouvernementale, c'est une société privée de droit français détenue par l'État, qui est mise au service de la Commission royale pour El Oula, qui la finance et contrôle ses activités. Et de ce fait, elle n'est pas soumise au contrôle administratif et parlementaire. Donc il faut vraiment le savoir. Ensuite, pour l'archéologie, la Fal Oula ne dispose
pas de comité de pilotage, ni de comité scientifique, et il n'y a pas vraiment d'évaluation scientifique des dossiers, alors qu'à la commission des fouilles, comme l'a bien souligné Alexandre Farnoux, il y a une exigence d'excellence et une évaluation des dossiers par une vingtaine de membres qui, pour avoir fait partie de la commission des fouilles moi-même pendant 8 ans, je sais que le mois de novembre n'est pas le mois le plus rigolo parce que les rapports sont parfois très très longs. Et si on veut prendre connaissance vraiment du fond scientifique et pas simplement survoler des aspects quantitatifs, ça prend énormément de temps. Il n'y a pas ça à la Faloula. Ensuite, elle mobilise de plus en plus des opérateurs privés qui n'ont pas plus de comités scientifiques ad hoc et, de mon point de vue, des relations contractuelles avec une agence saoudienne via une agence française de droit privé ne constituent pas un partenariat d'égal à égal. Ensuite, la propriété des données collectées est problématique. Un chercheur CNRS, je suis chercheur CNRS, n'est pas propriétaire de ces données. Elles sont gérées dans l'intérêt général des partenaires. Une société privée, en fait, elle fait ce qu'elle veut des données ou elle fait ce qu'on lui dit d'en faire. Et donc, recourir à des sociétés privées lorsque les données ne sont pas publiques, bon, ça peut être dommage. Ensuite, les jeunes chercheurs qui travaillent sur ces projets ne peuvent pas diffuser librement les résultats de leurs recherches car ils sont souvent contraints de signer des clauses de confidentialité. Donc, ça n'est pas systématique, mais c'est récurrent. Et quand on signe des clauses de confidentialité et qu'on ne peut pas parler d'une inscription ou de je ne sais quoi à des collègues dans des conseils de laboratoire parce qu'on a signé des clauses de confidentialité, pour moi, il y a un problème. Et donc, la diffusion et le partage de l'information scientifique sont ralentis, voire même découragés. Donc, de fait, cette forme contractuelle de collaboration n'est pas structurante pour les partenaires, ni pour l'Arabie, ni pour la France, parce qu'elle ne se fait pas sur le long terme, et donc elle ne s'inscrit pas dans la durée, et instaure une forme de relation diplomatique en dehors des cadres constitutionnels, des cadres, pas constitutionnels quand même, des cadres institutionnels, pardon, et je pense qu'il faut en avoir conscience et ne pas... Enfin, voilà, bref. J'en arrive un petit peu à la fin de ce que je voulais dire aujourd'hui, pour revenir un petit peu à au fait que je pense que le modèle sur lequel repose l'archéologie française à l'étranger aujourd'hui ne répond plus totalement, répond en partie, mais plus totalement aux besoins actuels. Et il me semble que, de fait, on est dans la même situation un peu que celle que relevait Henri Verne en 1923. Or, on est en 2024, on est 100 ans après, à ceci près que le dispositif de l'archéologie française à l'étranger s'est encore plus complexifié, parce que le nombre d'acteurs est devenu... Enfin, il y en a partout, et voilà, on ne comprend plus très bien. Donc, il y a également beaucoup d'évolutions qui ont eu lieu sur le métier d'archéologue. Parmi ces évolutions, j'ai relevé, et il y en a sans doute d'autres, une professionnalisation de plus en plus importante, le fait que l'archéologie est devenue un enjeu économique important, ne serait-ce que pour les mises en valeur de sites touristiques, et puis l'exemple de la Faloula le montre bien. Enfin, en fait, la Faloula, les 60 millions d'euros qui sont, et les retours sur investissement pour les entreprises françaises, je crois que ça avait été calculé à je ne sais pas combien de milliards, c'est le meilleur retour sur investissement qu'on puisse imaginer. Enfin, la rentabilité d'un investissement d'une petite mission faite par un petit chercheur comme moi depuis 2002, il est quand même assez considérable. Donc les enjeux économiques augmentent. Il y a une augmentation des coûts et donc des financements, parce que tout doit rentrer dans des normes, il faut faire attention à ceci, à cela, les assurances, etc. Il y a une diversification des métiers, avec des demandes de communicants, de personnes pour la valorisation, pour ce qu'on appelle le community engagement, donc des personnes qui vont être simplement employées pour associer les personnes localement aux travaux des missions archéologiques, des opérations de valorisation ou de communication, et autant toutes les missions n'en ont pas l'usage, parce que, comme le disait Alexandre, il y a pour certaines missions un manque de visibilité sur des résultats qui scientifiquement sont extrêmement bons, mais par le fait que ce ne sont pas des sites extrêmement visibles, ont du mal à être valorisés. Moi, c'est rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire que je reçois constamment des demandes de valorisation et j'ai chaussé plusieurs fois la casquette pas d'Indiana Jones, mais
de documentaristes, et y compris pour le National Geographic. Et le National Geographic, c'est Disney, pour des boîtes de production anglaises, pour plusieurs documentaires. Tout ça, ça prend énormément de temps. Et voilà, bref. Parmi les problèmes, et je pense que le premier, et c'est quelque chose qui revient comme c'est un leitmotiv qui revient constamment dans l'organisation de l'archéologie française à l'étranger, c'est l'absence de coordination ministérielle. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, on n'avancera pas. Et voilà, il faut faire quelque chose parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a une multiplicité des acteurs et des opérateurs. Il y a un manque de cohérence, Alexandre Farnoul l'a déjà relevé, un manque de cohérence des initiatives françaises, une mise en concurrence des institutions, un vivier des chercheurs, il l'a également dit, des chercheurs titulaires insuffisants, le recours à des personnels sur contrat court ou très court, et donc une augmentation de la précarité pour les acteurs de l'archéologie française à l'étranger, et notamment des jeunes. Parce que les jeunes, c'est eux qui font l'archéologie maintenant. Et ils sont dans des situations qui sont parfois sur des contrats de 3 mois, 2 mois, 5 mois. Puis après, voilà, c'est le fouilleur Kleenex. Hein. T'as fini, bon voilà, tu vas voir ailleurs. Et c'est pas comme ça qu'on fait une politique scientifique ni une stratégie scientifique. Et donc le développement du recours à des sociétés privées et de fait une contractualisation de la collaboration scientifique avec dans les contrats non plus une simple collaboration, un partenariat, mais une obligation de résultat, ce qui revient à faire des archéologues des prestataires de services. En gros, on vous dit, bah voilà, fais un trou là et tes données ne t'appartiennent pas, tu fouilles, même si c'est pas bien. Alors, comment améliorer ? Bon, ce sont des pistes qui me sont très personnelles, qui viennent un peu de mon expérience à la Commission des fouilles. Donc, côté Commission des fouilles, en redéfinissant et en élargissant ses attributions et son fonctionnement, par exemple, en ménageant des plages temporelles pour discuter des problèmes de fond. Et je regrette parfois, j'ai regretté pendant 8 ans qu'à la fin des 5 jours de commission, en fait, tout le monde en avait tellement marre d'écouter des rapports sur les projets, qu'il n'y avait plus 5 minutes pour discuter de stratégie. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommage et qu'il faudrait réellement permettre ces échanges. Parce que régulièrement, j'ai pris des notes pendant toutes les sessions de la Commission des fouilles en me disant « je vais demander à la fin qu'il y ait une discussion », puis elle n'a jamais eu lieu. D'autre part, et ça c'est quelque chose qui revient et qui n'est pas difficile à faire, c'est en créant un annuaire des experts qui travaillent sur les terrains d'émission. Parce qu'on a une quantité énorme d'experts, on a un fonds d'experts extrêmement important, mais ils sont dilués. Et une agence comme l'Agence française, quand elle va faire appel à des experts, elle va faire appel à des copains. C'est comme ça que ça marche. Or, on a un vivier d'experts qui travaillent dans des organismes qui est extrêmement important. Et faire un tel annuaire et le rendre public en anglais sous une égide à trouver, ça n'est pas très compliqué. Ensuite, en évaluant des dossiers qui ne sont pas financés par la Commission des fouilles pour éviter que des missions ne fassent l'objet d'aucune évaluation par les pairs. Et je pense que ce serait important, même si ça ferait plus de travail pour certains des rapporteurs. Enfin, éventuellement, en autorisant l'octroi, ça c'est un débat qui revient régulièrement, un octroi label Commission des fouilles, comme il y a eu le label de l'Académie, à des dossiers qui ne sont pas financés par elle. Parce que la Commission des fouilles a une réputation telle qu'un chercheur qui a une mission affaires étrangères a beaucoup plus de facilité pour trouver du mécénat, parce que c'est une vitrine. Et que la Commission puisse accorder un label à des missions qui ne sont pas forcément financées par elle, ça pourrait être une bonne chose. Enfin, en assurant une plus grande transparence dans l'évaluation des dossiers et l'attribution des crédits, je pense que parfois il pourrait y avoir une petite amélioration, je ne veux pas rentrer dans le détail. Et enfin, en proposant un statut, alors c'est très vague, aux directeurs et au personnel des missions. Dans un second temps, en transformant éventuellement la Commission des fouilles en un institut français de l'archéologie, ou un institut de l'archéologie française à l'étranger, en s'inspirant, je dis bien en s'inspirant, mais pas en calquant, le Deutsches Archäologisches Institut, le DAI, institution fondée, comme vous le savez, en 1829, reconnue internationalement, qui dépend du ministère des Affaires étrangères allemand au niveau fédéral. Et pour avoir
converser avec des membres du DAI. Lorsque le DAI dit non sur un contrat qui va être signé avec la RCU parce que les conditions, par exemple, de diffusion des rapports scientifiques ne leur plaisent pas, eh bien, la commission royale s'écrase. Parce que c'est le DAI. Nous, si on fait la même chose, on n'a aucune chance. Ce qui est dommage. Enfin, côté CNRS, en permettant à des chercheurs non titulaires, mais rattachés et actifs dans des UMR, donc reconnus par la communauté scientifique, de diriger des projets financés autrement que par de l'argent public, à condition que la déontologie scientifique, la propriété intellectuelle et les règles d'accès aux données soient respectées. En fait, actuellement, il y a des chercheurs rattachés à des laboratoires qui pourraient être porteurs de projets. Tout est géré au niveau de délégation régionale du CNRS, qui a chaque délégation a sa façon de travailler. Donc, dans certaines, c'est possible, dans d'autres, c'est pas possible. Ça ne va pas. Et aux conditions que j'ai énoncées, ça devrait pouvoir être possible et ça éviterait que des projets aillent dans d'autres villes européennes, simplement parce que d'autres universités européennes ont su avoir cette flexibilité que nous ne sommes pas en mesure d'appliquer chez nous. En simplifiant les règles comptables pour les missions à l'étranger, qui sont beaucoup trop complexes via le CNRS, surtout lorsqu'il y a des travaux de terrain avec des ouvriers, des personnels, des stagiaires locaux, etc. En simplifiant les ordres de mission, les systèmes de mission, pour ceux qui sont au CNRS, ils savent de quoi je parle. Enfin, en ne prélevant pas systématiquement 20%, ce qui est énorme, de frais de gestion sur des contrats de partenariat, à l'exception des fonds qui viennent de fondations. Le CNRS n'a pas le droit de prélever les frais de gestion sur de l'argent qui vient des fondations. Donc les fondations, c'est bien. Alors que la gestion, donc c'est 20% de frais de gestion, alors que la gestion n'est pas assurée par les services du CNRS et que des gestionnaires doivent être recrutés sur les crédits des projets. Donc prélève 20%, c'est une taxe, hein. C'est une taxe de 20% et c'est inadmissible. Ça n'est pas possible. Donc, je ne sais pas si des représentants du CNRS ici, mais c'est une institution que j'aime beaucoup. Je fais partie du CNRS depuis 1995, donc ça fait quand même un bail. Je défends le CNRS avec beaucoup de conviction, mais il y a des moments où voilà, il faudrait nous faciliter un petit peu la tâche et ne pas nous prendre pour des vaches à lait. Côté INRAP, enfin, en redonnant éventuellement un rôle à l'INRAP, qui dispose d'un comité scientifique et d'une organisation solide, qui réalise de l'archéologie préventive, mais qui intervient aussi sur un certain nombre de terrains à l'étranger et que l'on pourrait encourager. Ils ont un directeur qui est assez dynamique. Voilà, je vous remercie sur cette belle image d'un de nos campements. C'est mon campement, là, les petites voitures, c'est nous. L'archéologie à l'étranger, ça fait rêver, à juste raison, à juste titre, mais cela reste un défi et je pense qu'on a encore des choses à faire, mais c'est le moment. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.